Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un endroit assez connu. Beaucoup d'entre nous ont appris l'existence de Petra à l'école, mais nous allons la regarder avec un œil nouveau aujourd'hui. Il y a plusieurs architectures hors de propos dans le monde qui ont la même histoire éculée d'avoir été sculptées dans la pierre. Mais est-ce que cela pourrait être une couverture pour quelque chose de beaucoup plus grand? Peut-être s'agit-il d'une technologie ou d'un événement qui a disparu de notre histoire. Bienvenue sur Mind Unveiled. Vous voyez, si nous savions qu'il était possible pour les structures anciennes de devenir de la pierre, nous verrions les formations rocheuses avec une toute nouvelle perspective. Nous commencerions à voir la taille massive des organismes anciens et des structures anciennes qui semblent être bien au-delà de ce qu'on nous a dit que les anciens étaient capables de faire. Je pense que ces informations sont occultées parce qu'elles remettraient en question toute l'histoire de l'humanité. Des histoires dans lesquelles beaucoup de gens et de gouvernements sont très investis. Lorsque nous pensons que ces ruines sont vieilles de plusieurs milliers d'années, cela nous éloigne en quelque sorte de la situation. Ce n'est pas quelque chose auquel nous pensons devoir réfléchir, mais s'il est vrai que quelque chose s'est produit dans notre histoire récente, disons quelques centaines d'années, alors qui peut dire que cela ne peut pas se reproduire? S'il est vrai qu'une grande partie de l'architecture ancienne est constituée de vestiges pétrifiés, entre guillemets, comment en est-on arrivé là? Qu'en était-il avant? Commençons donc par jeter un coup d'œil à Petra, l'un des exemples les plus célèbres d'architecture magnifiquement taillée dans la pierre. Le récit dominant. Petra est un célèbre site archéologique situé dans le désert du sud-ouest de la Jordanie, datant d'environ 300 ans avant Jésus-Christ. Il était la capitale du royaume nabatéen. Accessible par un étroit canyon appelé Al-Sik, il contient des tombes et des temples sculptés dans des falaises de grès rose. Sa structure la plus célèbre est peut-être Al-Kazné, un temple de 45 mètres de haut, doté d'une façade ornée de style grec et connu sous le nom de trésor. Tout semble tourner autour de ces Nabatéens. Mais qui étaient-ils? 1. La ville était à l'origine connue sous le nom de Rakhmou, le Requiem de Joseph. Remarquez comme il revient à nouveau. Est-ce une autre histoire de couverture de la part de ce personnage historique? 2. Les Nabatéens ont fait de Pétra leur capitale au IIe siècle avant Jésus-Christ. 3. Pétra a prospéré au 1er siècle de notre ère, et c'est à cette époque qu'a été construit le célèbre Kazné, considéré comme le mausolée du roi Arétas IV. 4. En 106, les Romains ont annexé la Nabaté et l'ont rebaptisé Arabia Petraea, avec Pétra comme capitale. 5. Un tremblement de terre en 363 a détruit de nombreuses structures. 6. Une Pétra plus petite a survécu à l'époque byzantine, dans laquelle des églises chrétiennes ont été construites, mais la ville a été abandonnée au début de l'ère islamique. 7. Les ruines sont restées inconnues du monde entier jusqu'à ce qu'elles soient découvertes par Burckhardt en 1812. Ce qui est vraiment étrange, c'est que nous avons cette même histoire de ville perdue avec Pétra, tout comme avec Pompéi. Le premier Européen à les décrire fut le Suisse Johann Ludwig Burckhardt lors de ses voyages en 1812. À l'époque, l'église grecque de Jérusalem gérait un diocèse à Al-Karak nommé Batra, et le clergé de Jérusalem pensait que Kérak était l'ancienne ville de Pétra. Le peintre écossais David Roberts a visité Pétra en 1839 et est rentré en Angleterre avec des croquis et des récits de ses rencontres avec les tribus locales. L'archéologue Philip Hammond de l'Université de l'Utah aux États-Unis visite Pétra depuis près de 40 ans. Il explique que selon le folklore local, le site a été créé par la baguette de Moïse lorsqu'il a frappé le rocher pour faire jaillir de l'eau pour les Israélites. Sur la carte de Nicolas Sanson de 1654, nous voyons Pétra clairement étiquetée et d'autres noms tels que Herat ou Rahat. Maintenant, avec ce nom de Petra Eratum, Herat ou Hérak, nous pouvons trouver d'autres sources. Citation. Dans le dictionnaire historique et géographique néerlandais de David van Hoogstraten de 1725, l'Arabia Petrae doit son nom à la ville de Pétra, aujourd'hui appelée Hérak, parce qu'elle a été construite sur de la pierre vivante. D'après Charles Maty, du Dictionnaire géographique universel de 1701, Maty dit que Hérat a un archevêché qui dépend du patriarcat de Jérusalem.
Du Thesaurus Geographicus de 1695. Citation. L'Arabie est à l'origine de plusieurs sortes de peuples, principalement des Sarrasins, des Arabes et des Maures. Leurs principales villes sont Hérac ou Pétra, Madian, Bilan et Havana. Diderot, Encyclopédie, entrée Pétra. L'Arabia Petrae a été ainsi appelée d'après son ancienne capitale, Pétra, qui s'appelle aujourd'hui Hérac. Est-il possible qu'un cataclysme mondial ait eu lieu dans les années 1690 et qu'il ait fait fondre un grand nombre de ces villes dans la région environnante, faisant fondre de nombreuses structures dans un événement de type Sodome et Gomorrhe? Si beaucoup de ces structures sont si intactes, c'est en partie parce qu'il y avait peut-être des falaises ou des bâtiments pétrifiés plus anciens sur lesquels une civilisation ultérieure s'est fondée et a construit. Il faut également tenir compte du fait que nombre de ces structures ont été affinées afin de créer des pièges à touristes à l'heure actuelle. C'est le symbole de la Jordanie. Et rien qu'en 2019, 1,1 million de touristes sont venus voir l'attraction. Comme d'autres sites dans le monde, ces structures ont été endommagées et, disons, restaurées. Il est également intéressant de noter que le bâtiment du Trésor présente de nombreux motifs communs à l'architecture franc-maçonne du XVIIe siècle. Si nous regardons la basilique de Santa Maria Elche en Espagne, nous pouvons clairement voir les similitudes. L'art nabatéen est clairement gréco-romain et semble avoir moins de 400 ans. Le style gréco-romain, apparemment antique d'Hérat, est à comparer au style de Pompéi, également détruite au XVIIe siècle, et au très grand nombre de bâtiments de style classique début baroque des années 1650-1700 en France ou en Belgique. On peut imaginer que la grande catastrophe de 1695 a été éliminée de l'histoire standard pour des raisons religieuses. Un Dieu détruisant de grandes parties du monde chrétien islamique ne pouvait être accepté. Dieu a été maintenu, l'histoire réelle a été mise de côté. Aujourd'hui, nous voyons des preuves de la fonte de Pétra causée par une grande chaleur, mais la question reste de savoir s'il s'agit d'un événement causé par un dieu ou par un phénomène naturel. Ou peut-être y avait-il une forme de magie ou de technologie impliquée? Dans notre Tartaria expliqué sur la pétrification, nous avons passé en revue la corne du pape Corneille. Une légende racontée à Karnak affirme que les pierres de Karnak étaient autrefois des soldats païens qui ont été transformés en pierres par le pape Corneille qui les fuyait. Si l'on regarde les gravures de ce site, on peut voir les quantités massives de pierres qui s'y trouvaient autrefois, géantes par nature. Mais quand on regarde le site aujourd'hui, on peut voir que ces pierres ont été manipulées et détruites. Et on peut toujours voir à quel point ce site était massif autrefois. Même dans les peintures du pape Cornelius, on peut voir la corne magique qui était censée provoquer la pétrification. Pensez-y, elle s'appelle littéralement Pétra, ou ville pétrifiée peut-être.
Il existe d'autres dispositifs qui auraient pu faire en sorte que cet événement se produise volontairement. Ces références sont d'ailleurs communément connues, comme les cornes de Jéricho ou l'Arche d'Alliance. Avons-nous possédé des technologies cataclysmiques avancées au cours des 500 dernières années qui auraient pu être utilisées comme tactique de guerre et d'asservissement pour se débarrasser d'autres races avancées? Peut-être que certaines de ces grottes ont en fait été creusées dans beaucoup de ces endroits car l'extérieur était brûlé à des températures extrêmement élevées. De même, dans Indiana Jones, la dernière croisade, Petra est utilisée comme lieu de découverte du Saint Graal. Cette expression a de nombreuses significations, d'autant plus qu'elle a été reprise par la doctrine religieuse. Mais dans les textes médiévaux, il semble que le Saint Graal soit une sorte de dispositif magique ou de sangréal qui confère à son utilisateur des capacités spéciales. À l'instar de la corne, le Saint Graal aurait pu être une pierre philosophale ou un appareil alchimique capable de manipuler des objets dans le domaine matériel. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'il existe des preuves évidentes de fusion au sein de ces structures. On peut voir ici ce qui semble être des piliers fondus et une grotte en dessous d'un temple immaculé qui a très probablement été modifié et mis à jour récemment. Il suffit de regarder la zone environnante. Doit-on en déduire qu'il s'agit du résultat de l'érosion? Pourquoi ont-ils sculpté des formes aussi délabrées dans la roche? Cela va à l'encontre de tout bon sens de construction de cette manière. Toutes les structures d'apparence gréco-romaine ne sont pas en aussi bon état, et l'on peut voir ce qui ressemble à une altération extrême. Un autre aspect intéressant de tout cela est qu'il existe une ancienne gravure de Petra qui semble montrer qu'elle était complètement sous l'eau à un moment donné. Il existe également de vieilles gravures représentant d'autres structures telles qu'un ancien pont qui n'existe évidemment plus aujourd'hui car il a été détruit par des tremblements de terre et des inondations. Mais combien a-t-on perdu au fil du temps? Un autre aspect très intéressant est le phénomène des bâtiments noircis que l'on observe dans le monde entier. Ce phénomène ferait l'objet d'une excellente vidéo à lui seul, mais nous pouvons observer la même situation qu'à Petra. Les temples sont recouverts d'une roche propre et brillante, tandis que les falaises semblent avoir été brûlées ou avoir subi une chaleur intense. Qu'en est-il de ces falaises? Doit-on supposer qu'il s'agit simplement d'un phénomène naturel? Ou s'agit-il d'un élément d'une structure encore plus grande et peut-être encore plus ancienne? Pour rentrer à Petra, il faut passer par les gorges du Sic, qui sont censées être naturelles, mais il existe des aqueducs souterrains qui amènent l'eau dans la ville. Même le récit dominant admet que ces peuples ont créé des citernes et des barrages dans toute la ville, ce qui semble être un exploit très avancé compte tenu de la dureté de l'environnement. Le théâtre est extrêmement suspect, car il n'est pas logique de construire une architecture de cette manière, mais on dit aussi qu'il a été utilisé comme nécropole, ce qui semble être une histoire plus récente qui a été construite pour cacher ce qu'était réellement ce site. Une ville massive. Personne ne sait vraiment à quoi servaient toutes ces structures rocheuses. Alors bien sûr, on nous raconte qu'il s'agissait simplement de tombes. On a vraiment l'impression que cette région a fondu. Partout où l'on regarde, le long des falaises, on trouve des traces d'anciens escaliers qui ne mènent nulle part, des étages et des pièces, et les vestiges d'anciens bâtiments. Beaucoup de ces salles ont disparu à cause de ce cataclysme, et l'érosion récente, non pas une érosion de millions d'années, mais de quelques centaines d'années. Jetez un coup d'œil à cette impressionnante vue de 360 degrés de Petra. Je laisserai un lien dans la description.
Le phénomène n'est pas isolé à Petra. En fait, on le constate partout dans le monde. Mais certains endroits sont plus gravement touchés que d'autres. La Turquie est remplie de ce genre de choses. Si nous regardons les tombes lyciennes, nous voyons la même architecture gréco-romaine qui est censée être taillée dans une paroi rocheuse, alors que nous voyons des preuves de roches fondues. On peut même voir que tout a l'air brûlé. On retrouve les mêmes thèmes qui consistent à faire remonter ces structures à 2000 ans, alors qu'elles datent en réalité d'une période beaucoup plus récente. La Cappadoce, en Turquie, est l'un des exemples les plus célèbres, même si lorsque nous entendons parler de cette histoire, nous l'entendons surtout en termes de villes souterraines. Mais que se passe-t-il s'il y a un tout autre aspect de cette histoire qui ne nous a pas été raconté? Vous avez le château de Hachisar, qui ressemble vraiment à une sorte de structure massive fondue. Je veux dire, qui construirait vraiment ça? Et si vous regardez certaines des formations rocheuses de la région, vous obtenez le même effet de bougie qui a fondu. Certaines zones ont des arêtes vives et sont parfaitement taillées, tandis que d'autres semblent complètement inachevées et déformées. Ensuite, il y a le parc Gorem Mili, qui, si vous ne le trouvez pas fondu, alors je ne sais pas trop quoi dire. Il suffit de regarder cet endroit. Il a l'air complètement fondu, comme en témoignent les cheminées de fées. Qu'est-ce que ces cheminées de fées ont pu être? Bien sûr, ils aiment expliquer cela en disant simplement « Hey, c'est des volcans !» et des cendres qui se sont accumulées pendant des millions d'années. C'est vrai parce que pour moi, ces objets, ils ont l'air très structurés. Et compte tenu de la quantité de travail qui a été effectuée pour les sculpter, on pourrait penser que les chercheurs se demanderaient si ces formations rocheuses ne sont pas des structures anciennes. Cette zone est entièrement remplie d'habitations souterraines et l'on peut même voir des piliers dont le sommet semble avoir fondu, ce qui prouve une fois de plus que bon nombre de ces autres formations rocheuses se ressemblent beaucoup. Pourquoi ont-ils sculpté des formes aussi délabrées? Peut-être que ce n'était pas conçu à l'origine et qu'un événement a fait fondre le sommet de beaucoup de ces structures, ce qui leur a donné cet aspect unique. Qui nous dit que ces structures ne datent pas d'une époque plus récente? L'histoire n'a aucun sens. Ils ont donc creusé toutes ces roches, vécu sous terre, et ont ensuite contracté un cancer à la suite d'une exposition à long terme due à l'inhalation de fibres d'érionyte. Ou peut-être s'agit-il d'anciennes structures qui ont subi une sorte de cataclysme, puis des peuples sont arrivés après le cataclysme, ou pendant qu'il se produisait encore, et ont commencé à former certaines de ces habitations souterraines. Mais ce n'était pas ce pourquoi ces structures avaient été conçues à l'origine. Et nombre d'entre elles ne sont pas naturelles, contrairement à ce que les soi-disant scientifiques traditionnels voudraient nous faire croire. On trouve ce genre de choses un peu partout. Un autre exemple bien connu est celui de la grotte d'Ellora, qui aurait été un projet de grande envergure selon l'histoire dominante. Il est également étrange que le basalte semble être associé à presque tous ces endroits. Bien sûr, ils diront que c'est plus facile à tailler ou que les volcans ont formé beaucoup de ces formations rocheuses pendant des millions d'années. Mais nous remettons en question cette narration dominante. Gardons à l'esprit les outils que l'on nous dit que ces soi-disant peuples anciens utilisaient, et ce qui n'a aucun sens également. La grotte d'Ellora est assez détaillée et bien préservée, et l'on peut dire que ces peuples possédaient une certaine forme de technologie de sculpture, peut-être d'origine sonore. Mais il existe des preuves de formation rocheuse fondue dans cette région. Il y a aussi les escaliers qui ne mènent nulle part, et même les phénomènes de pierres noircies, ce qui ressemble beaucoup à Petra à bien des égards, et pourtant nous sommes dans une région du monde complètement différente. Pourquoi les anciens auraient-ils entrepris une tâche aussi colossale pour sculpter entièrement un bâtiment dans une montagne, surtout si l'on considère les outils dont ils disposaient à cette époque? Ils aiment à dire que certains de ces temples étaient simplement inachevés, comme la grotte 30. Mais pourquoi auraient-ils entrepris un projet d'une telle ampleur, alors que certaines zones sont parfaitement conçues et que d'autres sont grossièrement construites et ont l'air déformées? Et s'il s'agissait d'un exemple de pétrification beaucoup mieux préservé, et que cette montagne entière était autrefois une structure massive? Vous pouvez voir des exemples d'objets pétrifiés tout autour de l'Inde sur ce même thème. Qu'en est-il du temple troglodyte de Yampuri, qui est entièrement fait de granit? Ont-ils simplement sculpté ce temple avec des outils rudimentaires? Il existe de nombreuses sphères pétrifiées en Inde, la plus célèbre étant la boule de beurre de Krishna, dont
On dit qu'il s'agit d'une énorme boule de beurre des dieux qui s'est pétrifiée dans la pierre. On a tenté de déplacer ou de relocaliser cette pierre, mais en vain. Un autre exemple étonnant est le temple de Brihadishvara, qui est censé être entièrement fait de granit. Imaginez à quel point ces pierres doivent être massives pour sculpter toutes ces différentes structures. Et même s'ils ont réussi à déplacer des pierres massives, comment ont-ils pu les sculpter avec des outils primitifs? Ce qui est étrange, c'est que le Vimanam, ou Vimana, au sommet du temple, ne projette pas d'ombre. S'agit-il d'une sorte d'ancienne station d'atterrissage pour Vimana volant qui s'est pétrifiée avec le temps? Il s'agit du premier temple complet en granit au monde, et peu de gens connaissent cet endroit. Le matériau n'est pas originaire de cette région, et on dit qu'il y a des dizaines de passages secrets souterrains. Les preuves montrent qu'il n'y avait pas de carrière de granit, ni même de source d'approvisionnement en pierre dans les environs de Thanjavur. En fait, il n'y en a même pas dans un rayon de 50 km autour du site. Imaginez comment ils auraient pu faire pour le transporter pour qu'il puisse ensuite être utilisé pour le temple. En parlant de granit, le Vimana principal mesure 66 mètres de haut. Il s'agit de 6 étages, et c'était la plus grande structure de l'Inde du Sud à l'époque. Ce qui est étonnant, c'est que la grande pierre de granit au sommet pèse environ 80 tonnes. Elle a été placée sur le Vimana creux. Comment cela a-t-il été fait? Personne ne le sait. Ou peut-être n'ont-ils pas envie d'envisager des explications autres que celles du discours dominant? Vous avez également beaucoup d'autres sites, par exemple l'île d'Elephanta, qui est très similaire aux grottes d'Ellora avec sa pierre noircie. Là encore, elle semble faire partie d'une structure plus vaste. Un autre site de ce type est le temple de Badami Cave à Mumbai, dont certains piliers sont assez étonnants pour avoir été entièrement sculptés. Peut-être qu'il y avait une base de départ et qu'elle a été affinée. Sinon, pourquoi trouverait-il cette zone si sacrée? Est-ce parce qu'il s'agit d'une structure ancienne? En Chine, les grottes de Longmen abritent la plus grande et la plus impressionnante collection de sculptures chinoises en pierre. Les grottes de Guyachu, en Chine, sont très similaires dans leur conception, mais regardez le sommet sphérique de la formation rocheuse. Cela n'a pas l'air naturel. Bien sûr, ces grottes ont peut-être été utilisées comme habitation troglodyte à une époque récente, mais cela ressemble à une structure créée par l'homme qui a subi un événement similaire à celui de tous ces autres sites. Ensuite, il y a eu l'histoire des grottes de Longyu en Chine, qui semble être un mystère non résolu, car on ne parvient pas à savoir qui les a créées et comment. Là encore, il y a un lien avec les anciennes structures pétrifiées, car on a même essayé de prétendre qu'il s'agissait de formations naturelles lorsque les agriculteurs les ont découvertes pour la première fois après avoir asséché plusieurs étangs, révélant ainsi 5 grandes cavernes creusées par l'homme. Bien sûr, cette histoire n'est mentionnée que lorsque des extraterrestres sont impliqués, de sorte que nous n'envisageons pas d'autres implications. Il suffit de taper « grottes du monde entier » pour les voir d'un œil nouveau. En Europe, par exemple, on en voit partout. En Espagne, on trouve de nombreuses habitations troglodytes. Une d'entre elles, très intéressante, s'appelle les grottes mauresques, dans lesquelles on peut voir de nombreuses fenêtres et habitations souterraines. Les habitations des grottes de Grenade semblent très bien conservées ou construites récemment, mais elles sont très semblables à celles que l'on trouve en Turquie. Dans cette région, on retrouve les mêmes formations rocheuses fondues et les mêmes sommets. Un autre site intéressant en Espagne est le Centenil de las Bodegas, qui est en fait une ville située sous un énorme rocher, qui n'est peut-être pas un exemple de pétrification, mais qui aurait été construit en agrandissant des grottes naturelles. S'agit-il des vestiges d'une ancienne structure pétrifiée que les civilisations ultérieures ont utilisées pour construire des villes et des habitations? On trouve partout dans le monde ce même phénomène d'habitation troglodyte qui semble bien trop avancé pour que les anciens aient pu simplement les creuser avec des outils primitifs. Bien sûr, nous pouvons simplement cesser de se poser des questions et accepter le discours dominant. Mais y a-t-il quelque chose d'autre qui se passe et que nos scientifiques modernes refusent tout simplement d'envisager parce que cela va bien au-delà de ce que beaucoup d'entre nous peuvent imaginer? Je veux dire que beaucoup de ces formations rocheuses sont vraiment massives. Et quelles sont les implications des villes fondues qui forment des montagnes et de gros blocs de pierre?
Cela signifierait que les anciens étaient bien plus avancés que ce que l'on nous a enseigné dans les systèmes éducatifs. Il faudrait alors réécrire notre histoire et s'interroger sur ce qui s'est passé pour que ces structures se transforment en pierres solides et ce qui amènerait à conclure à une technologie avancée et à des cataclysmes mortels qui ont pétrifié ces structures en pierre. C'est quelque chose que l'élite ne veut pas que les masses sachent et qui a été très probablement gardé secret il y a longtemps. Tous ces vestiges pétrifiés n'ont pas été transformés en habitations, mais partout dans le monde, on peut voir des vestiges d'artefacts qui ont été transformés en pierre. La question est de savoir si nous avons encore les yeux pour les voir. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Connaissez-vous d'autres grottes anciennes qui ont l'air fondues? Quelle est votre théorie sur ce qui s'est passé? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous en avez l'occasion, venez jeter un coup d'œil sur le Discord. Pour l'instant, nous ne sommes pas très nombreux sur le chat français, mais je sais que certains d'entre vous le connaissent déjà. C'est un excellent moyen de développer des connexions et des recherches avec d'autres personnes partageant les mêmes idées. Alors, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Restez curieux et tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?